nous accueillons Jean Charlet. Jean Charlet, je ne sais pas trop comment le présenter, mais c'est quelqu'un que je côtoie, que nous côtoyons au sein de l'Institut de psychiatrie depuis quelques années maintenant, qui est un monsieur très savant, qui travaille qui est ingénieur, je crois, de formation. Il va certainement me dire et se présenter. Et il s'occupe de la modélisation et de systèmes permettant de faire des recherches sur les bases de données et essayer d'extraire des connaissances par justement une analyse un peu différentielle, un peu originale des bases de données. Mais je pense que tu vas certainement en parler beaucoup mieux que moi. Ce qui est sûr, c'est que Jean est très impliqué dans le réseau que nous mettons en place, parce que nous voudrions pas simplement échanger les bonnes idées entre les centres, mais aussi des données pour des recherches que nous pourrions échanger. Et il est certain que des personnes compétentes en système intelligent permettant de réunir ces données, eh bien, ces personnes-là sont extrêmement importantes dans la mise en place du projet de l'Institut de psychiatrie. Jean, c'est à toi. Merci Bruno. Donc, je ne suis pas médecin, vous avez compris, je serai plutôt informaticien, je suis informaticien, et je travaille dans une unité INSERM qui s'appelle le LIMIX, Laboratoire d'informatique médicale et d'ingénierie des connaissances en e-santé. Donc, je n'ai pas des travaux à destination des patients directement, je suis plutôt à destination des médecins et des hôpitaux sur la manière qu'on peut organiser globalement ce qu'on appelle l'échange de connaissances et de données entre les différents acteurs, où vous allez voir entre des endroits dont on pensait qu'il n'y aurait pas de problème, mais il y a toujours des problèmes d'échange. L'informatique ne résout jamais rien. Il y a un gros mot, j'en reparlerai peut-être à peu près si j'ai le temps. Il y a la modélisation des connaissances Alors attendez, oui c'est ça que je voulais voir. La modélisation des connaissances dans notre domaine parle d'ontologie, c'est-à-dire parle de gros modèles formels de description des connaissances. On en parlera un peu plus loin. Et puis je donnerai quelques problèmes auxquels on s'attaque et quelques résultats qu'on a. Pas beaucoup encore en psychiatrie parce que ça fait peu de temps qu'on commence, mais dans d'autres domaines, il y a d'autres collègues avec qui on a travaillé. Alors ça, c'est un joli, des petits diagrammes de Venn, des petits ballons du Conseil national de l'ordre médical. Et il y a la télésanté, il y a la M-santé, il y a la télémédecine. Enfin, il y a tout un tas de choses, d'objets connectés et autres. Et nous, dans mon équipe, on intervient sur la partie rouge, c'est-à-dire qu'on est dans le web sémantique, l'ingénierie des connaissances, les ontologies, et puis l'intelligence artificielle dont vous entendez beaucoup parler depuis quelques mois, parce que c'est un peu à la mode, parce que ça va ou résoudre des tas de problèmes, ou en créer d'autres. On n'est pas tout à fait dans les sous-thématiques de l'intelligence artificielle, le deep learning, qui pourrait poser plus de problèmes que d'autres, mais ça demanderait des discussions beaucoup plus longues. Les problèmes auxquels nous on s'attaque, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de données qui arrivent au service du soin, prévention, diagnostic, thérapeutique, coordination. Il y a des données qui arrivent au service de la recherche médicale et puis des données qui arrivent au service de la santé ou au service de l'administration. Tout ça arrive en quantité extraordinaire. Les gens utilisent en général le mot exponentiel, c'est-à-dire depuis qu'Internet, depuis les objets connectés, depuis tout ce qui se passe depuis une quinzaine d'années, on a de plus en plus de données, voire on se demande bien ce qu'on peut en faire dans un certain nombre de situations. Par contre, on peut se dire peut-être qu'il y a des choses à en faire. On peut peut-être aussi, en donnant des données aux patients, obtenir ce qu'on appelle le patient empowerment. Et effectivement, les données qu'on doit traiter, qu'on est censé mettre ensemble, c'est les données qui viennent des plateformes de biologie, d'imagerie, de génomique, d'objets connectés, de sources externes auxquelles est confrontés les gens en général, patients, pas patients, l'exposome en général, tous les problèmes environnementaux. Et on a un tout petit peu de mal à gérer tout ça. Et puis, on a une situation qui est vraie dans 99,9% des hôpitaux, c'est que, en fonction des missions diverses qui se font dans les hôpitaux ou dans les établissements de soins en général, et j'y inclus aussi la médecine de ville,
on passe notre temps à fabriquer des entrepôts de données, des stocks de données qu'on va appeler des silos de données qui ont un peu de mal à se parler ensemble, voire pas du tout. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, l'informatique passe son temps à créer des systèmes d'information qu'on appelle interopérables. C'est-à-dire ils ne communiquent pas entre eux. Et nous, on va essayer effectivement de les faire se connecter entre eux. Alors, il y a d'énormes projets européens autour de tout ça. Hein. Peut-être que les plus gros projets européens qu'on a en médecine pour l'instant, c'est les projets européens qui essaient de prendre les données de soins des patients, alors pas spécialement dans le champ psychiatrique, d'ailleurs ça n'a pas testé dans le champ psychiatrique, prendre les données de soins des patients pour les amener rapidement vers la donnée clinique, pour qu'on puisse faire vers la recherche clinique, pour qu'on puisse faire des recherches cliniques rapidement avec. Bon, ça pose des tas de problèmes et techniques et réglementaires. Donc nous, les modèles qu'on fait, je vais donner un premier exemple, dans un projet où on a essayé de mettre à disposition des médecins urgentistes les données du dossier patient informatisé pour qu'ils puissent prendre des décisions informées et rapides. Quand je parle de médecin urgentiste, je parle de médecin régulateur qui doit, en fonction d'un certain nombre d'informations qu'il reçoit, prendre une décision en 2 minutes. Qu'est-ce qu'il sait du patient au tenté? Qu'est-ce qu'il sait du passé du patient? Qu'est-ce qu'il décide pour ce patient? Et globalement, il a 2 minutes pour le faire. Et c'est là qu'on fait nos modèles un peu bizarres, hein, bizarre. Au nom un peu bizarre, ontologie, mais qui, par exemple, là, nous décrit que l'appendicite est d'abord quelque chose qui est une maladie inflammatoire. De l'autre côté, c'est vu en termes de localisation comme une maladie de l'appendice, qui est une maladie de l'intestin. Par ailleurs, c'est vu comme ayant des liens avec la chirurgie, puisque si on doit la soigner, c'est des chirurgiens qui interviennent. Et si on va un peu plus haut, mais j'étais pas sûr de... Mauvaise idée d'aller plus haut. Si on va un peu plus haut vers les maladies du tube digestif, on voit que ce sont des maladies de l'œsophage et de l'estomac et du duodénum. Voilà, donc là, il y a des modèles dits modèles de connaissances, c'est ça les ontologies, qui sont fabriqués par nous en collaboration avec les spécialistes du domaine, les médecins évidemment, et ça nous permet de faire des systèmes, en l'occurrence une partie de ce qu'on a appelé le big data, c'est-à-dire faire des systèmes de traitement automatique des langues qui vont fouiller ce qui est écrit dans les textes qui décrivent les patients, qui décrivent les maladies, pour essayer de retrouver de l'information médicale. Alors pourquoi c'est important ce traitement automatique des langues? C'est parce que, bon an, mal an, on peut considérer que 80% de l'information médicale est textuelle. On rêve toujours d'une information non textuelle, mais en l'occurrence, pour des tas de bonnes raisons, on s'exprime encore en texte, et que ça pourrait être très très intéressant d'avancer sur ce traitement du texte. Alors vous verrez qu'on n'est pas les seuls à penser ça. Il y en a un qui fait ça, il s'appelle Google, donc ils sont pas tout à fait... c'est pas tout à fait des petits qui s'occupent de ces petits sujets-là. Le fait d'arriver à traiter le texte, ça permettrait d'améliorer le codage médical, ça permettrait de faire des meilleures détections des profils des patients pour des essais cliniques, ça permettrait aussi de faire de l'aide à la décision. Alors on a fabriqué un gros système, je donne juste un des écrans de synthèse que sort le système, donc avec des dossiers patients autour de l'hôpital d'Amiens, pour fournir aux médecins régulateurs un maximum d'informations sur le patient. Et encore une fois, et c'est ça par contre qui rend les choses un peu compliquées pour nous, à chaque fois qu'on est dans une situation nouvelle de médecine, dans une spécialité nouvelle, les interfaces, la demande des médecins ne sont pas les mêmes. En l'occurrence, nos médecins urgentistes nous disent, si vous me fournissez les prises de médicaments du patient des 3 dernières années, j'ai 99% de l'info dont j'ai besoin. Puisque de fait, en sachant le nom des médicaments qu'ont pris les patients, je sais s'ils ont été traités pour des allergies. Enfin, je sais toutes les maladies graves pour lesquelles moi, médecin urgentiste, je pourrais faire une erreur, pour laquelle je dois éviter une erreur. Je connais le nom ou la classe de ces maladies, rien qu'en connaissant tous les médicaments. Donc les interfaces qui ont été faites dans le système ont été axées pour fournir très rapidement ou de la manière la plus efficace possible l'ensemble des médicaments pris par le patient. Alors on pourrait croire que dans certaines situations c'est facile. Ah, vous êtes dans un hôpital avec la prescription connectée, on connaît tous les médicaments. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas du tout comme ça. Même dans un hôpital, dans beaucoup d'hôpitaux, les données sur les prescriptions sont encore des feuilles séparées. Elles sont informatisées parce qu'elles sont dans des fichiers Excel, mais
Ce n'est pas ça qui donne accès facilement à l'information. D'où la nécessité de faire des gros modèles, d'aligner les sources de données sur ces modèles, d'arriver à avoir un maximum d'informations pour ensuite, à la fin, fournir le service avec l'interface telle qu'elle est présentée ici. Deuxième exemple sur lequel, là, on est en train de travailler, un peu plus proche des problèmes psychiatriques, qui sont le réseau SLA, sclérose latérale amyotrophique. Vous avez là des réseaux sur lesquels il y a évidemment des médecins qui interviennent, et puis il y a surtout ce qu'on appelle des réseaux de coordination de soins, qui sont pour les patients, l'entourage et les professionnels de proximité, qui interviennent tous ensemble autour de la prise en charge du patient. Et ces réseaux font le lien entre la ville et l'hôpital, et de façon spécifique avec le centre expert SLA. Et la difficulté qu'ont ces réseaux, en gros déjà, c'est de défendre leur existence. Ça paraît un peu étrange, mais les agences régionales de santé leur demandent « mais à quoi servez-vous ? Montrez que vous servez ». Et puis par ailleurs, il y a beaucoup de réseaux qui se sont créés, et ils se demandent aussi s'ils ne pourraient pas en rassembler certains, au moins au point de vue logistique, parce que c'est vrai que les réseaux de soins, quand c'est des plateformes d'appel, quand c'est des plateformes de partage de documents, ça pourrait traiter plusieurs maladies en même temps. D'un point de vue informatique, ce ne serait pas impossible. N'empêche que là, en particulier sur le réseau SLA, on cherche à savoir comment et pourquoi il y a des ruptures de parcours de soins. C'est-à-dire des gens sortent du réseau puisqu'ils n'y font plus appel, et à partir de là, quand ils vont y revenir, ça va être plus grave que pendant qu'ils y étaient. Donc on essaie de comprendre ce qui se passe dans le réseau. Comme tout ce qui est dans le réseau est écrit, parce que c'est des événements qui sont rapportés par des coordinateurs au téléphone, ça nous demande là aussi du traitement automatique des langues. Et puis ça nous demande d'arriver à effectivement modéliser l'activité du réseau. Et donc les réseaux SLA dans Paris, c'est des réseaux où les gens, par exemple, le principal problème qu'ont les gens traités pour le SLA dans le réseau de Paris, c'est de ne pas arriver à trouver de kinésithérapeute. Ça paraît bizarre, hein, mais quelqu'un qui a SLA qui veut un kinésithérapeute, c'est obligatoirement un kinésithérapeute qui se déplace. Jean, je m'excuse, mais la sclérose latérale amyotrophique, il faut peut-être juste rappeler ce dont il s'agit. C'est quand même une maladie neurodégénérative extrêmement grave, sévère, qui conduit à l'incapacité fonctionnelle très rapidement et malheureusement au décès dans de majorité des cas. Et donc c'est vraiment une pathologie extrêmement sévère et qui est rare, hein, et qui justifie quand même la mise en place de réseaux de soins pour aider au mieux et soutenir les patients dans leur confrontation à cette maladie extrêmement sévère. Oui. Je rappelle que Stephen Hawking, l'Américain très connu, a une SLA, et c'est probablement lui qui a une SLA qui dure depuis le plus longtemps, puisque je ne sais plus si c'est pas 20 ans. Donc effectivement, c'est des maladies très invalidantes, et souvent à la fin, les gens en meurent plus vite que de beaucoup de maladies. Alors en tout cas, on a repéré que sur Paris, sur le réseau de Paris, effectivement, les demandes de kinésithérapeutes étaient très longues à satisfaire, et on étudie de savoir si le fait que ce soit plus long à satisfaire à un endroit qu'à un autre est une perte de chance ou pas pour les patients. Alors on fait là aussi une ontologie, un modèle de l'ensemble des objets manipulés dans le système ou par les coordinateurs, et là vous voyez quelques éléments justement centrés sur la recherche de kinésithérapeutes, recherche d'orthophonistes, recherche d'ergothérapeutes, recherche d'infirmières diplômées d'État, recherche de psychologues. Alors là aussi, nous, on pense que, pour finir sur ce domaine-là, on pense que on imagine qu'il y a d'autres problématiques type Parkinson, dans lequel un certain nombre de ce qu'on a repéré en SLA et en termes de prise en charge informatique et modèle sont assez identiques. Et les gens avec qui on travaille sont deux médecins de l'Institut du cerveau et de la moelle à la Pitié-Salpêtrière, le professeur Vincent Méninger et le professeur David Grabli. Voilà, et puis dernier exemple sur lequel on travaille, c'est l'intégration de données. C'est très à la mode maintenant, effectivement, toutes les données qui arrivent, d'essayer d'intégrer et les données de l'imagerie, et les données de la génomique, et les données de la clinique, pour parler des plus importantes. Les maladies rares type mendélienne sont les premiers clients de ces approches intégrées.
Le cancer, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais a démarré un énorme plan de séquençage génomique, de mise en place de plateformes de séquençage pour l'ensemble de la France, avec l'idée qu'on va, dans moins de 10 ans, être à même de séquencer 200 000 patients par an, parce qu'on pense, parce qu'il y a une hypothèse qu'avec le séquençage génomique et les gènes, on va mieux soigner. On sait que ça ne fait pas tout, mais on peut penser que ça va être un élément important de soins mieux adaptés aux patients. Et donc effectivement, en psychiatrie, on regarde avec l'Institut de psychiatrie et le professeur Krebs comment on est capable d'indexer et de raccorder toutes ces connaissances. Là, on voit un bout de l'ontologie qu'on a fait sur la psychiatrie, sur la partie environnement social, et ça nous amène à effectivement repérer, par exemple, toutes les organisations familiales, puisque manifestement, les médecins en parlent dans leur compte-rendu, donc c'est important. Et c'est l'hypothèse qu'on fait d'ailleurs. Si des médecins parlent de choses dans leur compte-rendu, on a, nous, des outils de fouille de texte pour se dire alors ça peut être important pour la modélisation générale. Et effectivement, vous voyez ici toute l'organisation des familles, au sens très large, et puis tous les problèmes de statut professionnel. Alors pour finir, quelques éléments sur le big data. Vous entendez beaucoup parler de big data avec les 4V ou les 5V. C'est lié au volume et à la vitesse de calcul. Ces deux parties-là ne sont pas trop un problème pour nous. Ce qu'on appelle le vrai big data, c'est quand il faut traiter les données des accélérateurs du CERN à Genève. Là, vous avez des milliards de données qui arrivent, donc ça, c'est un vrai problème. Il y a un peu de volumétrie, mais pas très grave, pas si compliqué que ça à gérer sur le génome, parce que c'est lié spécialement à des plateformes qui savent bien faire ça. Les problèmes qu'on a, nous, c'est justement ce qu'on appelle la variété et la véracité, c'est-à-dire la variété, c'est le fait que les données sont très hétérogènes. On peut être amené à traiter des données totalement structurées, des données totalement libres, en texte libre, et il faut arriver à les traiter, à les croiser ensemble. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Et puis la véracité, c'est est-ce que les données dont on parle sont vraies ? Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais vous avez d'abord des erreurs dans les systèmes d'information. Le médecin peut avoir, entre ce qu'il a écrit, ce qui a été stocké, ce qui a été analysé, il peut y avoir des vraies différences. Donc là, on a une question comme ça. Et puis, vous pouvez avoir des données qui ne racontent pas ce que vous croyez qu'elles allaient raconter. Je ne sais pas si vous avez tous un peu entendu parler du PMSI, le fait que nous, patients, quand on rentre dans un hôpital, on est codé, c'est-à-dire qu'au regard de ce qui s'est passé, il y a des diagnostics qui ont été posés, des actes qui ont été décrits, mais la façon dont ils sont codés, c'est surtout pour faire de l'analyse médico-économique des hôpitaux, pour ensuite réorganiser et décrire la façon dont vont être ventilées les sommes qui forment les budgets des hôpitaux. Donc vous avez donc des données médicales faites pour de l'économie, et ces données médicales faites pour de l'économie, par exemple, ne sont pas faciles à réutiliser sans faire un certain nombre d'efforts de validation pour le soin. La façon dont on est codé dans les hôpitaux, pour des raisons économiques, n'est pas toujours valide à observer et à utiliser pour des raisons de soins. Alors là, quand je parle du codage économique, je parle vraiment de ce qu'on appelle le PMSI. C'est pas ça que remplissent les cliniciens avec lesquels vous travaillez quand ils remplissent pour les familles les documents médicaux. Mais à un moment, ils doivent remplir ce qu'on appelle ces données PMSI, qui sont très à la mode parce que beaucoup de gens nous disent on va réutiliser l'ensemble de ces données-là pour découvrir autre chose. Alors on sait que le Mediator, la maladie que le docteur Frachon a découvert, entre guillemets, comme effet... la maladie de poumon comme effet indésirable du Mediator a été confirmée par l'étude de l'ensemble des bases de la sécurité sociale, des soins hospitaliers sur ces questions-là. Donc on peut faire des choses avec ce qu'on appelle le big data, mais il faut faire attention. Voilà, c'est ce que je disais, les données sont codées pour un certain nombre de raisons et pas facilement utilisables pour les autres raisons. C'est encore une fois sur ces choses-là qu'on travaille.
Voilà, et pour finir, pour vous dire que faire des ontologies, faire des modèles bizarres, il n'y a pas que nous. Et quand vous faites une recherche maintenant sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, j'ai pris un exemple exemplaire, on va dire le Louvre, vous avez un certain nombre de documents qui tombent, et puis à droite, vous avez des données structurées. Et en fait, ces données structurées sont liées à une ontologie d'un modèle de ce que sont les monuments, l'organisation des villes, les profils, les GPS et tout ça. Vous, quand vous faites des recherches dans Google, vous utilisez des ontologies sans le savoir. Voilà, je vous remercie de votre attention.